Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. Actualité nationale, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu l'ambassadrice allemande. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Birmanie, tension et inquiétude au jour du rapatriement des Rohingyas en Birmanie. Commençons dans l'actualité nationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier la résolution numéro 2444 appelant à la levée des sanctions imposées à l'Érythrée. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est félicité de cette décision tout en exprimant également sa satisfaction de voir que le Conseil de sécurité a explicitement pris position pour le règlement du conflit opposant la République de Djibouti à l'Érythrée. Djibouti a par la même occasion fait part de sa gratitude à l'égard de ses partenaires et amis membres du Conseil de sécurité qui ont amplement amplifié ses préoccupations dans cette résolution 2444. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité demande dans son paragraphe 6 que l'Érythrée rende disponibles toutes les informations détaillées concernant les soldats djiboutiens portés disparus. Et dans son point 7, que les deux parties belligérantes poursuivent leurs efforts pour régler pacifiquement leur conflit conformément au droit international par voie de négociations, conciliation, voire le recours à l'arbitrage et un règlement judiciaire du différend. La résolution appelle les parties en conflit à rechercher, si nécessaire, tout autre moyen de règlement du Pacifique et c'est conformément à l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs, au fin de la mise en œuvre de cette résolution et les évaluations périodiques y à faire, le gouvernement de la République de Djibouti exprime son entière satisfaction de la mise en place dans le texte de la résolution d'un mécanisme de suivi du conflit entre les deux pays, tel que le reflète le paragraphe 57 de la résolution qui demande au secrétaire général des Nations Unies d'informer tous les 6 mois les conseils de sécurité des développements du processus de normalisation des relations entre les deux pays et surtout de faire un premier rapport au Conseil de sécurité au plus tard le 15 février 2019. Le gouvernement de la République de Djibouti salue également la décision du Conseil de sécurité de rester saisi de la question. Actualité nationale, c'est dans le titre, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui Mme Henk Holstein, nouvelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne. Au cours de cette entrevue, le Premier ministre et l'ambassadrice ont abordé les relations de coopération entre les deux pays. La diplomate allemande a salué le rôle prépondérant que joue Djibouti dans le retour de la paix dans certains pays de la sous-région, ainsi d'autant que sa position géostratégique est d'un intérêt géostratégique. Mme Henk Holstein a indiqué qu'elle compte intensifier les relations économiques entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Djibouti. À ses propos, elle a souligné la très bonne relation existant entre les deux chambres de commerce des deux pays. Elle a en outre annoncé l'arrivée prochaine à Djibouti d'une délégation d'hommes d'affaires allemands. Le conseil technique du Premier ministre, M. Ali Silaï, a assisté à l'entretien. Éducation à présent, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a suivi aujourd'hui les travaux des responsables chargés d'appliquer le plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2020. La rencontre a vu une forte participation du groupe local des partenaires de l'éducation, à savoir l'ambassadeur de France, du Japon, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, ainsi que les représentants des organisations internationales telles que l'UNICEF, le HCR, le PNUD, etc. M. Moustapha Mohamed Mahmoud a ensuite fait le point sur le nouveau plan qui vise en priorité l'accès à l'école pour toutes, d'assurer l'équité à l'école et le rendre inclusif, de rehausser la qualité, de rendre accessible à l'enseignement technique et à la formation professionnelle et de suivre enfin les résultats. Le ministre a ensuite invité les participants à l'endosser du plan d'action pour l'éducation pour la période allant de 2017 à 2020. Les priorités fixées par le ministère dans le cadre de ce plan d'action s'articulent autour de 5 points essentiels qui doivent désormais guider nos actions pour ces années à venir. Accroître l'accès à une année pré-primaire d'ici 2020, élargir l'accès équitable, notamment une éducation bien sûr inclusive, rehausser la qualité des apprentissages avec notamment
la réduction du double flux, de la taille des classes, la révision des curricula, disponibilisation de manuels, mais aussi la formation des enseignants et des chefs d'établissement, le renforcement de l'encadrement, le suivi régulier des apprentissages et la mise en place d'un dispositif d'accompagnement. Aussi, développer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et dernier point, améliorer le pilotage avec bien sûr l'implantation de la gestion axée sur le résultat. Mesdames et messieurs, tout à fait autre chose. Et concernant l'atelier sur le digital ou le tout numérique, hier, après les discussions officielles placées aux discussions des panélistes sur le thème des compétences digitales et le capital humain, il a été question de préparer la jeunesse à l'ère numérique et le saut quantitatif pour la future génération. Il a été question aussi d'intégration du numérique à l'école afin que ces jeunes puissent mieux s'imprégner du nouveau paramètre d'un monde numérique en construction. Aujourd'hui, les intervenants sont tous orientés dans leur dire qu'il était important de mettre le capital humain dans le saut numérique, à commencer par les jeunes dans les filières de STEM, c'est-à-dire la science technologique, ingénierie et mathématiques. L'ère numérique, la digitalisation de l'économie, l'intelligence artificielle, la mondialisation sont autant de facteurs qui bousculent le monde, en l'occurrence la nature et le contenu des métiers, ont-ils dit. Ces derniers ont appelé plutôt à évoluer davantage. Il est important de savoir que le monde se transforme. La mondialisation, les préoccupations climatiques, les avancées technologiques, plusieurs paramètres ont placé le monde dans une révolution silencieuse et mis le monde du travail mis dans une mutation par le numérique. Les panélistes ont souligné qu'un grand nombre des métiers sont impactés. De nouveaux métiers apparaissent et d'autres métiers vont encore apparaître demain. Le ministre de la Communication a également soutenu qu'il faut préparer nos ressources humaines pour le saut numérique. Écoutons-le. Monsieur le ministre, chers collègues, l'équipe dirigeante de la Banque mondiale, mesdames et messieurs les invités des marques et experts dans ce domaine des télécommunications, mesdames et messieurs, je me réjouis que la première journée d'hier s'est très bien déroulée. Tous les participants, aussi bien les panélistes que le public, avaient apporté leur contribution. On s'est aperçu que les expertises ne manquaient pas chez nous. Et aujourd'hui, nous nous attendons, avec la présence des ministres, des jeunes universitaires, que la journée sera fructueuse, Inch'Allah. Et à ces propos, je déclare que les travaux de cette deuxième journée sont lancés. Merci de votre attention et de vos contributions. Autre actualité, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumine Ahmed Hassan, s'est rendue au Bahreïn pour participer à une conférence sur l'équité et la compétitivité. Cette conférence vise à encourager la participation des femmes à la vie publique. La conférence met l'accent sur le rôle des femmes dans la prise des décisions et l'impact de la gouvernance sur le développement. Madame la ministre s'est rendue à Bahreïn à la tête d'une délégation. Elle s'est en outre entretenue avec son Altesse royale, la princesse Sabiha bint Ibrahim Al-Khalifa. L'horizon Djibouti Terminal, son personnel et sa direction sont à nouveau à l'honneur. En effet, cette entité portuaire spécialisée dans le chargement et le stockage des carburants se soumet régulièrement à un contrôle international afin de certifier la qualité de ses services. Ainsi, après avoir obtenu une première fois les 3 certificats ISO, Horizon Djibouti Terminal vient de rempiler encore une fois avec une récertification d'ISO obtenue cette année et valable pour les 3 années à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2021. L'événement a été célébré mardi avec Fasto Kempeski en présence des responsables des Horizons Djibouti Terminal et son personnel et de nombreux invités, dont l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, des représentants du groupe d'Horizon Terminal venus de l'étranger et de nombreux clients du terminal pétrolier, dont le directeur d'Ethiopian Petroleum, supplié en entreprise.
Une journée de folklore aux couleurs nationales mais aussi régionales. Les 3 certificats ISO décernés après des inspections de la Lloyd Register Quality Assurance, première fournisseur mondial des services d'évaluation indépendante, portent sur une large éventail de normes et de systèmes comprenant un certificat ISO 9001 et 2015 pour la qualité des services et un certificat appelé ISO 14001 2015 portant sur le respect de l'environnement, et enfin la 3e certificat ISO, c'est dit OSAS 18000 2007 portant sur la sécurité au travail. La conformité d'Horizon Djibouti Terminal à ces normes ISO reconnues sur le plan international reste avant tout un gage de confiance aussi bien pour les actionnaires que pour les clients, que les services Horizon Djibouti Terminal sont de bonne qualité, respectant les exigences environnementales, sans soucieux de la santé et de la sécurité des employés du terminal. Lors de la cérémonie, le directeur général de l'Horizon Djibouti Terminal, M. Hussein Ahmed, a expliqué que l'importance de ces certificats pour le HDTL, le moment le plus fort, a été la mise de 3 certificats ISO au directeur général de l'Horizon Djibouti Terminal par le directeur exécutif de l'Horizon Terminal Limited, M. Fahad Askar. Un second trophée de cristal a été remis à l'Horizon Djibouti Terminal. Le triomphe le plus gros client est quant à lui décerné par l'Horizon Djibouti au directeur général de Ethiopian Petroleum Enterprise. Cette cérémonie a été clôturée par une remise d'une série de certificats, dont un certificat de gratitude au Diwan al-Zeka, pour la bonne raison que l'Horizon Djibouti Terminal parraine plus de 20 orphelins. Autre actualité, à l'Institut des études diplomatiques s'est clôturé ce matin le séminaire qui portait sur les défis du commerce international et son impact sur le développement. Le séminaire s'est largement focalisé sur le rôle que doivent jouer les bailleurs de fonds et les donateurs. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des certificats d'appréciation aux participants. Dans son discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulash, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de ses travaux. Ce séminaire, a-t-il dit, a été soutenu par l'Union européenne. Le centre des études diplomatiques où nous avons organisé ce séminaire vraiment attend est en train d'une transition entre un centre national. Le directeur de l'Institut diplomatique s'est pour sa part félicité de la parfaite coopération existant entre l'Institut et les représentants de l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter. Cette formation a durant 5 jours réuni les cadres de l'administration publique, des établissements publics et du secteur privé et a permis à une 60aine de participants de pouvoir bénéficier de cette formation. Les participants ont eu des échanges de haut niveau avec l'expert international, M. Christian Guimers, sur l'importance des questions d'intégration économique régionale. En marge de la clôture de la 32e session du conseil administratif de la ville de Djibouti, Madame le maire de la ville de Hargeisa, M. Abdurrahman Eid, accompagné du consul de Djibouti en Somaliland, M. Hussein Omar Kaulier, a clôturé sa tournée par la visite du siège de l'Association nationale des collectives locales djiboutiennes, située à Gabot, 4 dans l'après-midi du 13 novembre. Il a été accueilli par le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, également président de l'ANCLD, les membres du bureau exécutif, le secrétaire permanent, ainsi les experts consultants de l'Association internationale des maires francophones. Le secrétaire permanent de l'association, M. Mahmoud Ali Abdillahi, a offert au maire de Hargeisa une visite guidée du siège et une représentation de l'association de ses projets. Le maire de Hargeisa a indiqué qu'il existe également en Somaliland une association nationale regroupant les collectivités locales et dont il est le président. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de faire un jumelage entre les deux associations. Le maire de Hargeisa a ensuite signé le livre d'or de l'ANCLD. En bref et en images, une cérémonie de réception d'un important lot de matériel et d'équipements s'est déroulée aujourd'hui à la direction centrale des gardes-côtes. Cette don est offerte par le Japon à travers le financement d'un projet mis en œuvre par l'OIM à Djibouti. Il est composé de tentes, des lits picots. La remise de ces équipements vise au renforcement des capacités d'assistance humanitaire au profit des migrants en détresse en mer que même les gardes-côtes djiboutiennes.
Un État membre précieux pour l'OIM qui nous appuie dans beaucoup de contextes, dans beaucoup de pays, mais surtout dans des situations d'urgence, dans des situations d'assistance immédiate aux migrants vulnérables. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, ce matin, pour cette cérémonie de donation d'équipements pour rendre plus efficaces les activités de garde-côte djiboutien à l'égard des immigrants, ceux qui ont besoin. De son côté, le commandant de la garde-côte djiboutienne a félicité le peuple du Japon et de l'organisation de l'OIM pour leur soutien sans faille ainsi qu'à leur détermination pour renforcer la capacité de la garde-côte djiboutienne et faire face au fléau de l'immigration. Je vous propose de l'écouter. C'est avec un grand plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui ici à l'Escale Marine pour la réception officielle d'un don de lot d'équipements destinés à être installés au notre poste à Khorangar, qui va renforcer la portée de l'action assistance humanitaire au profit des migrants. Il s'agit d'une nouvelle fois d'une démonstration de soutien constant et indéfectible du peuple et du gouvernement du Japon, pays frères et amis, qui témoignent sans relâche d'une générosité inconditionnelle pour améliorer le sort des migrants. Tout à fait autre chose cette fois-ci, une cérémonie de clôture militaire de remise du brevet parachutiste à 30 gendarmes du peloton d'intervention de la gendarmerie mobile s'est tenue hier devant l'état-major interarmé des forces françaises stationnées à Djibouti. Le colonel Zakaria Hassan Aden, le chef d'état-major de la gendarmerie, était présent aux côtés du capitaine de vaisseau Philippe Vautrin, numéro 2 des forces françaises. Cette remise de brevet a clôturé 2 semaines d'instruction du 28 octobre au 14 novembre 2018. Les stagiaires ont effectué une première phase consistant en des tests d'aptitude physique composés de traction, flexion sur les jambes, abdominaux, montée des courses et marches chronométrées avec un sac de 11 kg sur le dos. Ces stagiaires parachutistes ont ensuite suivi une phase d'instruction technique au sol dispensée au sein du 5e régiment interarmé d'outre-mer et de la base aérienne de 188. Enfin, les stagiaires ont pu s'élancer dans les airs pour l'instruction pratique en vol. 6 sauts ont été réalisés dans un saut avec ouverture du ventral et 2 sauts avec gaine. Tous les 30 gendarmes du peloton d'intervention ont validé leur formation et pourront désormais arborer les brevets militaires parachutistes français. Cette nouvelle formation consolide les relations entre les forces françaises stationnées à Djibouti et la gendarmerie djiboutienne. Et enfin, dans l'actualité nationale, l'Agence djiboutienne de développement social a organisé hier un atelier de sensibilisation dans le cadre du projet de gestion des déchets. Solide, financé par l'Agence française de développement qui a eu lieu à Bandar Djidid, en présence du directeur de développement social, M. Diri Farah Sultan, des représentants des différentes associations et des élus locaux. L'objectif du projet vise l'amélioration du cadre de la vie de la population locale, à la réduction de la pauvreté relative extrême, mais aussi la gestion rationnelle des déchets solides. Le projet permettra plutôt la création d'emplois formels dans le secteur de la gestion des déchets solides, l'amélioration du tri et du recyclage avec la création d'emplois et enfin la création d'une filière de fabrication de matériaux de construction à partir des déchets plastiques mis en place. Notre capitale produit quotidiennement 300 tonnes d'ordures ménagères qu'il importe de collecter, de transports, de stock et de traite. Ainsi, le projet prévoit de construire 7 points de regroupement, de protection, l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Actualité internationale à présent, je vous le disais, en Koweït suspend ses vols aériens après des pluies torrentielles. Hussein Aoulet est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Hussein. Bonsoir donc Samata. Donc effectivement le Koweït a suspendu donc aujourd'hui les vols donc aériens au départ de son aéroport international et redirigé les arrivées vers des pays voisins en raison des inondations qui ont touché la capitale de ce pays désertique du Golfe. Tous les départs ont été annulés. La vie dans cet émirat désertique riche en pétrole est complètement donc paralysée depuis 48 heures à cause des pluies torrentielles.
Les ponts et les principales routes ont été inondés et des immeubles dont des quartiers résidentiels endommagés. Un apatride a été tué donc samedi en tentant de sortir sa famille de leur maison inondée à Kouété. Le gouvernement a ordonné donc la fermeture des écoles et des institutions publiques. Les autorités, toujours dans un état d'alerte avancé, ont exhorté donc les habitants à ne pas sortir de leur maison. Et dans l'autre actualité internationale, le gouvernement britannique part en morceaux. Pas moins de 4 ministres ont annoncé leur démission l'un après l'autre ce matin. Oui, donc effectivement, ils dénoncent avec force l'accord conclu avec donc Bruxelles quant aux modalités des sorties du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un poids lourd, Dominic Raab, en charge du Brexit, a notamment décidé de quitter le navire toujours commandé par la première ministre britannique Theresa May. Malgré la tempête, la secrétaire d'État du Brexit a également sauté à l'eau, tout comme la ministre du Travail ainsi que le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord, une province du Royaume-Uni dont l'essor est au cœur du problème des divorces de l'UE. Et donc hier soir, c'est avec prudence que la première ministre a annoncé que son gouvernement avait approuvé les projets d'accord. Les Européens donc ils retiennent leur souffle ici. Un projet d'accord est bien sur la table. Les obstacles donc demeurent encore très nombreux, comme l'a rappelé Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne. Et enfin, dans l'actualité internationale, un deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se tiendra début 2019. Qu'en est-il? Oui, donc effectivement, le vice-président américain donc Mike Pence l'a annoncé alors qu'il rencontre le président donc sud-coréen à Singapour. Mike Pence assure que les États-Unis ne referont pas la même erreur que le précédent administration, celle de laisser Pyongyang rompre avec sa promesse d'abandonner son programme nucléaire. Et donc après une première entrevue en juin dernier, le second sommet est donc toujours d'actualité, alors qu'un centre d'études américain a annoncé donc avoir identifié au moins 13 bases de missiles non déclarées sur la vingtaine dont disposerait donc la Corée du Nord. Le président du Corée du Sud devrait donc participer aux négociations pour faciliter l'organisation de cette rencontre entre Washington et Pyongyang. Merci Hussein Aoulet. C'est la fin de cette édition. Ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à vous.